Vient d'interdire officiellement le Bitcoin et les crypto-monnaies. Elles viennent donc d'être jugées illégales par la Banque centrale chinoise et le marché en a subi très rapidement les conséquences. Pour en parler, j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau Auriel Ohayon. Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Zengo. C'est une plateforme d'exchange de crypto-monnaies en quelques mots. C'est un porte-monnaie pour investir dans les crypto-monnaies, oui. Donc on peut mettre son argent et on peut ensuite acheter des crypto-monnaies. Voilà, c'est un service complet qui permet d'envoyer, d'acheter, de vendre, d'échanger des crypto-monnaies très facilement depuis son téléphone. Alors, pour en venir à cette décision de la Chine d'interdire officiellement toutes les crypto-monnaies, est-ce qu'il pourrait s'agir du coup fatal pour le marché des crypto-monnaies ? Ah ben, bien sûr que non. Pour la xème fois, la Chine envoie un message au monde pour rappeler que c'est bien la Chine qui sont en contrôle. Il faut le rappeler, la Chine c'est une dictature, c'est pas une démocratie, et c'est une dictature où le gouvernement a contrôle sur tout. Tout ce qui est économique, tout ce qui est social, tout ce qui est politique, évidemment. C'est très différent des économies, des modèles démocratiques que nous connaissons. Et bon, évidemment, les crypto-monnaies, c'est l'extrême opposé de ce que la Chine peut tolérer. C'est la liberté, c'est l'open source, c'est la transparence. Et évidemment, la dernière des choses qu'un gouvernement dictatorial veut perdre le contrôle, c'est sur la monnaie. Et donc, évidemment, depuis des années, c'est pas nouveau, pour la xème fois, la Chine envoie un message pour dire que les crypto-monnaies sont illégales. La nouveauté cette fois-ci, c'est que, parce que cette annonce avait été faite en fait il y a un mois, ils avaient interdit et le mining, c'est-à-dire la production de crypto-monnaies, et le trading. On fait dans des fermes avec beaucoup de cartes graphiques, etc. pour créer du Bitcoin. Voilà, c'est beaucoup d'ordinateurs qui processent des équations mathématiques très compliquées. Et donc ça avait été strictement interdit. Le trading aussi, c'est-à-dire l'échange de crypto-monnaies, l'achat, la vente. La différence, c'est que cette fois-ci, cette interdiction d'illégalité donc était issue par la Banque centrale, PBOC, la People's Bank of China. Et donc cette fois, ça a une dimension institutionnelle et non plus politique. Alors, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'ils ont interdit pratiquement tout, sauf deux choses qui sont majeures. La première des choses qu'ils n'ont pas interdites, alors ils ont interdit le mining, ils ont interdit le trading, ils ont interdit la production, l'ingénierie, etc. Mais ils n'interdisent pas la détention. C'est-à-dire qu'on peut avoir des crypto-monnaies, mais du coup qu'on n'en fait pas usage, ce qui est un peu quand même un peu ridicule. Mais enfin, c'est pas écrit dans les textes. Et la deuxième chose qu'ils n'ont pas interdite, en tout cas pas explicitement, c'est ce qu'on appelle les NFT, c'est-à-dire les collectibles. Tous les assets collectibles, par exemple les images, les fichiers sons qui peuvent être sur la blockchain et qui sont en pleine explosion. Alors peut-être que la Chine y arrivera et interdiront ça un jour, mais aujourd'hui ça n'a pas été interdit. Donc il y a encore des secteurs qui n'ont pas interdit et on peut déjà anticiper qu'il va y avoir d'autres annonces dans le futur. Mais la Chine est habituée depuis déjà 6 ou 7 ans à faire des annonces tous les 6 mois d'interdiction. Le marché toujours réagit un peu brutalement comme c'est le cas aujourd'hui, et le marché s'en remet, et donc c'est pas un coup fatal. Mais pourquoi le marché dévisse ? Parce que si j'ai bien compris, par exemple les Chinois qui ont aujourd'hui des bitcoins, d'autres crypto-monnaies, n'ont pas besoin de les revendre. Ils peuvent les garder, et pourtant les prix baissent, parce que c'est la confiance qui est en train d'être érodée ? C'est effectivement, toujours dans les marchés financiers, il y a un facteur perception, il y a un facteur émotion, qui est toujours surpondéré par l'amplification médiatique. Et quand toutes les chaînes, y compris la vôtre, parlent de ça, à première lecture, ça fait un petit peu peur. Mais très très vite, et on se rend compte dans l'élément de prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, il y a un effet de chute immédiat qui est très très vite récupéré, soit dans la journée, soit dans les jours suivants. Et donc, il faut être zen par rapport à ce genre d'informations-là. C'est pas un coup fatal dans le sens où le marché de la crypto-monnaie n'est pas un marché chinois, c'est un marché qui est mondial, qui est mondialisé. Depuis déjà 2 mois, toute l'industrie du mining, du minage de la crypto-monnaie est complètement sortie de la Chine. Et donc, il n'y a plus ce facteur de marteau sur la tête qui pouvait tomber à tout moment, de dire si la Chine est l'essentiel producteur de crypto-monnaies, qu'est-ce qui va se passer ? C'est plus le cas. Et donc, ce danger-là systémique n'existe plus. Et donc là, on est dans un danger qui est plus émotionnel. Il faut rappeler quand même 2 choses. La première, c'est que la Chine a sa propre crypto-monnaie. Et donc, elle veut être en contrôle absolu, comme sur le reste de la vie politique et économique de cette monnaie, et donc interdit tout le reste, de la même manière qu'elle interdit toutes les autres monnaies.
Donc ça, c'est déjà un facteur. Et la deuxième, c'est qu'il faut noter quand même aussi un timing. En ce moment, il y a un énorme scandale en Chine, qui est le scandale Evergrande, qui est un scandale immobilier, qui a un impact majeur et qui va rendre pauvres beaucoup de gens. Et donc, le timing de cette annonce est quand même intéressant parce qu'il intervient au moment où Evergrande a éclaté. Et donc, évidemment, la Chine est très inquiète de voir d'autres de ses citoyens exposés encore plus à des pertes financières. Donc, il y a peut-être aussi une coordination par rapport à cet événement-là. Est-ce que d'autres pays peuvent suivre l'exemple de la Chine et interdire complètement les crypto-monnaies? On voit bien que beaucoup de pays à travers le monde sont embarrassés, ils ne savent pas trop quoi faire avec cet aspect, avec cette crypto-monnaie dont ils n'ont aucun contrôle. Tout à fait. On voit deux types d'attitudes par rapport aux crypto-monnaies dans le monde. Des pays qui embrassent complètement l'effort et qui en font même parfois une monnaie nationale. On voit ça dans l'Amérique latine, Salvador, bientôt le Panama, Cuba, le Brésil qui est en train d'y réfléchir, etc. Et qui en font une monnaie nationale parce qu'ils en ont assez de dépendre du dollar et leur monnaie nationale à proprement parler ne fonctionne pas. Et la deuxième attitude, c'est une attitude de scepticisme, parfois d'attaque, mais limitée parce qu'on ne peut pas attaquer les cryptocurrencies, les monnaies crypto, sans attaquer le droit à la libre expression, puisque c'est du code. Et donc on voit des déclarations et parfois des attaques ponctuelles sur certains projets, mais sans attaque systémique. On le voit par exemple aux États-Unis, on le voit par exemple en Europe, mais il n'y a rien qui est vraiment un danger pour neutraliser cette industrie-là. Tout le monde sait que c'est inévitable. C'est l'avenir, de la même manière que l'Internet était l'avenir de l'information. Même si, à la base, les crypto-monnaies étaient là pour être séparées des gouvernements, justement, pour que les gouvernements n'aient pas de contrôle. Et là, aujourd'hui, la monnaie devient nationale au Salvador. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Alors, c'est paradoxal et ça ne l'est pas. C'est-à-dire que, dans un sens, oui, effectivement, la production, la politique monétaire, elle devient décentralisée. Ça ne veut pas dire que le gouvernement ou un gouvernement n'a pas de rôle à jouer dans cette nouvelle économie. C'est un nouveau paradigme, c'est un nouveau format qui n'existait pas avant, où les règles du jeu sont différentes. Évidemment, il y a beaucoup de craintes quand on passe d'un modèle qui est ancestral. Le contrôle des monnaies, alors il faut rappeler aussi, le contrôle des monnaies, c'est quelque chose qui a pas plus de 200 ans, hein, dans l'histoire de l'humanité, c'est très peu, mais quand on change à un nouveau modèle qui n'est plus basé sur l'or ou sur la fraction monétaire, évidemment ça fait peur, donc il y a des résistances, il y a des baronnies qui s'installent, il y a des lobbies, notamment les lobbies bancaires, qui veulent garder le contrôle, mais malheureusement on voit très bien que le système en place a ses limites, il coûte trop cher. Il y a des risques systémiques financiers qui créent des paniques financières qui ont coûté des trilliards de dollars à des économies comme les États-Unis et l'Europe. Et donc on sait très bien que ça n'est pas tenable. Et donc il faut un nouveau modèle. Donc la question maintenant, c'est quels sont les États qui vont être suffisamment courageux et ouverts d'esprit pour comprendre ces nouveaux systèmes, les adopter à leur bénéfice. Et certains États le font plus vite que d'autres. En un mot, pour ceux qui possèdent des crypto-monnaies, pas d'inquiétude à avoir, ils peuvent les garder? Alors, il y a toujours un risque, évidemment. Il y a toujours un risque dans les crypto-monnaies. C'est des assets, des actifs de classe nouvelle, avec des éléments de volatilité très importants et des risques de sécurité importants. Donc, une fois cela dit, c'est un secteur qui est en plein développement. Le marché des crypto-monnaies, c'est 2 trilliards de dollars aujourd'hui en market cap, avec des grandes sociétés qui commencent à y venir. On voit très bien des sociétés publiques, des banques, des pays. Et donc, c'est un secteur dans lequel, sans donner de conseils financiers, il est très intéressant de s'intéresser. Merci beaucoup, Auriel Ohayon, pour toutes ces explications extrêmement claires. Je rappelle que vous êtes le PDG de Zengo.